Bonjour, bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de finances et de géopolitique vu sous un prisme africain. Alors le thème d'aujourd'hui, on va parler de l'Inde, mais surtout comment l'Afrique et les Africains peuvent s'inspirer de la géopolitique indienne multilatérale qui leur permet de se défaire de toute domination quelconque. Allons-y. Une fois de plus, bienvenue sur Why Not in Africa. Je vous prie de vous abonner, de continuer de supporter la chaîne. Merci pour votre support parce que c'est super génial. Mais surtout, rebonjour et bienvenue sur ce format de vidéo. Comme j'ai dit depuis longtemps, aujourd'hui nous allons parler de l'Inde, mais surtout de son positionnement qui permet à l'Inde de s'émanciper de toute forme de pression possible. Parce qu'il suffit de comprendre que le monde actuel dans lequel nous vivons, c'est un monde d'équilibre. Le premier point qui permet à l'Inde de s'identifier comme une puissance équilibriste et qui permet de comprendre pourquoi l'Inde devient la puissance montante dont l'Afrique aussi a besoin et dont l'Afrique doit s'inspirer, c'est sa politique de multilatéralisme. L'Inde actuellement est dans une politique où il ne s'aligne vers personne. À ce titre de rappel, l'Inde est l'un des membres prépondérants, même membre fondateur des BRICS avec le Brésil, la Russie et la Chine, les BRICS, dont l'Afrique du Sud est venue se rajouter par la suite. Mais aussi, l'Inde aussi membre du Quad. L'Inde est membre du Quad. Le Quad, c'est une alliance militaire avec les États-Unis et l'Australie et le Japon qui leur permettent de contrôler l'Indo-Pacifique pour contrecarrer la puissance chinoise qui est de plus en plus montante au sein de la zone Indo-Pacifique. L'Inde aussi a des partenariats très proches avec des pays en Europe comme l'Allemagne, comme la France, comme l'Italie, parce qu'ils veulent contrecarrer tout aussi la puissance locale qu'est la Chine. Parce que l'Inde a parfaitement conscience que la Chine est un élément bloquant aussi dans son développement et son émancipation. C'est une politique dont nous, les Africains, doivent comprendre que le multilatéralisme indien peut être utilisé comme une sorte de pensée pour ne pas complètement, par exemple, se dérouter des Européens et aller se jeter main ouvrante et bras ballants vers la Chine, vers l'Inde et vers aussi la Russie. Nous devons y penser car la politique de l'Inde est tout à fait cohérente. En plus d'appartenir à deux différentes alliances, une économique au sein des BRICS et une militaire pour contrecarrer son premier partenaire économique au sein des BRICS qu'est la Chine, le Quad, l'Inde a aussi une politique très avant-gardiste avec la Russie. Malgré le fait qu'actuellement la Russie ait subi des sanctions terribles de la part des partenaires occidentaux de l'Inde, l'Inde s'est rapprochée énormément de la Russie en développant le corridor Russie, mer Caspienne, Iran, Inde, pour pouvoir exporter tous les produits pétroliers et gaziers russes et pour pouvoir avoir un avantage concurrentiel avec les puissances européennes qui en bénéficient à travers Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Actuellement, l'Inde est en plein boom économique et boom financier de par le gaz et le pétrole russe qu'ils ont reçu pendant très longtemps avec un énorme rabais, un discount. L'Inde est aussi par ailleurs l'un des tout premiers acheteurs depuis des années, par exemple, des milliards de dollars par année d'armes russes. Ça veut dire l'Inde n'a pas arrêté d'acheter des hélicoptères, les Su-30, les Su-35, les missiles et les S-400 russes, malgré le fait que la Russie soit sous sanction des puissances occidentales. Ça, c'est encore une preuve que malgré le fait que les partenaires principaux de l'Inde, où l'Inde exporte ses matières, sont contre un pays qui est en pleine guerre contre une puissance européenne, qu'est l'Ukraine, ils continuent de faire du business. Nous, les Africains, nous devons en prendre beaucoup de la volonté de puissance de l'Inde. L'autre élément qui est important de la géopolitique indienne est de comprendre son « je t'aime moi non plus » qu'elle entretient avec la Chine de manière cohérente. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, l'Inde reçoit les plus grandes puissances, les 20 plus grandes puissances économiques au monde, actuellement au G20 à New Delhi. Mais le président Xi Jinping n'y est pas présent. Par contre, le président Biden y est présent et a de plus renforcé dès aujourd'hui son partenariat très fort avec l'Inde. Mais pourquoi Xi Jinping n'est pas présent au sein du G20 aujourd'hui? Pour Poutine, on sait exactement pourquoi il n'est pas présent. Alors, Xi Jinping n'est pas présent pour deux principales raisons. La première raison, c'est à cause des tensions de plus en plus accrues à la frontière indo-chinoise au niveau de l'Himalaya, qui n'est pas parfaitement définie. Et vu que la Chine a désormais, depuis quelques jours, la Chine a sorti une nouvelle carte
de son territoire officiel, où elle a agrandi son territoire de près de 222 000 km². Alors l'Inde a protesté, ainsi que les Russes qui ont protesté d'une manière un peu plus soft parce qu'ils sont complètement entre les mains des Chinois. L'Inde a vraiment protesté pour que la Chine enlève le territoire disputé avec l'Inde au niveau de l'Himalaya. Alors Xi Jinping a agi en riposte en envoyant tous les journalistes indiens présents sur le sol chinois, ce qui a été fait par réciprocité par l'Inde. Donc c'est l'une des principales raisons pour laquelle l'Inde n'est pas, Xi Jinping n'est pas présent sur le territoire indien pour le G20. Mais nous avons aussi toutes les velléités qui s'entrecroisent entre la volonté de contrôler son étranger proche de l'Inde au niveau du Sri Lanka, au niveau du Myanmar, la Birmanie, et les volontés des routes de la soie de Xi Jinping établies depuis le début des années 2010 en Chine, qui ont investi énormément au Sri Lanka et en Birmanie. Je suis sûr que vous savez l'histoire du port de Colombo et du Sri Lanka qui est quasiment en faillite après une dette de 30 milliards de dollars contractée auprès des autorités chinoises. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Chine, voulant reprendre ces 30 milliards, a voulu prendre en concession le port de Colombo. L'Inde s'y est opposée de manière véhémente tout en déployant des forces militaires très proches. Et vu que la Chine pratique une politique de non-violence, ils ont rebroussé chemin et l'Inde a pu reprendre le dessus au sein du Sri Lanka. Vous savez bien, au début de l'année 2022, on a vu plusieurs vidéos comme quoi le dernier gouvernement présent au Sri Lanka s'est fait chasser quasiment par des gens de la rue, des simples citoyens, à cause de la hausse des denrées qui était due aux prêts contractés auprès de la Chine. Donc c'est l'un des raisons pourquoi, malgré le fait que la Chine et l'Inde sont imbriquées de manière très forte au sein des BRICS, et ils ont une politique commune pour pouvoir contrecarrer la puissance du dollar et pouvoir payer en leur monnaie personnelle pour pouvoir se sortir de l'extraterritorialité du dollar, ils sont quand même en pleine concurrence économique, politique et géopolitique. Cela veut dire deux partenaires contrairement opposés peuvent quand même continuer à faire du business. Le dernier point que nous les Africains nous devons apprendre de la part de l'Inde et de sa géopolitique mondiale est sa rivalité chinoise encore sur les territoires africains. Malgré le fait, une fois de plus, que ces deux sont des piliers de la nouvelle banque de développement qui est basée à Shanghai avec pour présidente Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil, l'Inde et la Chine se mènent une bataille rude en Afrique. L'Inde a énormément investi actuellement comme les pays comme la Turquie, la Chine, pour pouvoir prendre sa place prépondérante sur le territoire africain, pour des mines, pour des denrées alimentaires, pour ainsi de suite. C'est ainsi que le groupe Hinduja, qui est un très grand groupe indien, a décidé d'investir plus de 14 milliards de dollars au Nigeria, suite à la rencontre entre le CEO de ce groupe et le président Tinubu. C'est de la même chose il va de même pour la Chine qui est de plus en plus présente sur le territoire africain et qui, par un hasard vraiment indescriptible, commence déjà à se mêler de politique africaine, ce que certains panafricains décrivent sur les plateaux, parce que la Chine a bien évidemment été le premier pays à dénoncer le coup d'État au Gabon en demandant un retour de l'ordre constitutionnel. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode de Why Not in Africa. Il faut savoir que l'Inde, depuis cette année, est passée le premier pays avec la plus grande population au monde, devançant ainsi la Chine, ce qui n'a pas fait plaisir aux autorités de Pékin. Ce pays qui est devenu la première puissance mondiale en termes de population et qui est en plein essor en termes d'économie et de PIB, nous montre un exemple palpable à nous les Africains, comment est-ce qu'on doit avoir une politique d'équilibrisme et surtout, avant tout, défendre nos intérêts. Car oui, sur cette terre, on ne peut que défendre nos intérêts, car les principes, on les met à la poubelle au moment où nos intérêts ne sont pas défendus. C'est ainsi que l'Inde, qui est une très très grande démocratie, la plus grande démocratie au monde actuellement, fait affaire à Vladimir Poutine, complètement vilipendé par les puissances démocratiques occidentales, s'acoquine avec le président Xi Jinping au sein des BRICS pour pouvoir les équilibrer et être présente, mais en même temps faisant partie du Quad. Nous les Africains, nous en devons apprendre à ne pas être dogmatiques et à surtout prendre le chemin de l'Inde, parce que l'Inde, au moins, défend ses intérêts. Merci d'avoir écouté Why Not in Africa une fois de plus, mais surtout, restez zen et enfin, abonnez-vous.